les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. On se lâche, nouvelle version remasterisée, puisque pendant 1 heure, c'est On se lâche dans les écoles. Donc au programme ce soir, 2 établissements qui viendront argumenter sur un sujet d'actualité, un sujet de société. C'est le but de ce concours. On donne la parole aux jeunes collégiens, aux jeunes lycéens. On leur donne l'opportunité de faire de la radio avec nous. Et surtout, on vous laisse l'opportunité de voter et de déterminer quel est le meilleur établissement de Conakry. Donc jusqu'à 21 h, vous les verrez tenter de vous convaincre et ce sera à vous de voter sur la page Espace TV Guinée sur Facebook et YouTube. Donc à vos votes. Une équipe qui gagne, je suis toujours en très très bonne compagnie avec Bambo ce soir. Comment ça va ? Oui, bonsoir Sidi, ça va très bien. Et toi ? Oui, aussi, très content de te retrouver ce soir. Très content aussi. Alors je suis avec aussi monsieur Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Madame Sidi, bonsoir Bambo Girassi et bonsoir à nos chers invités, les élèves. Voilà, du courage, hein, mettez-vous bien, faites comme chez vous, libérez-vous. Donc les gars, vous connaissez la chanson. On va commencer par accueillir donc les élèves du complexe de l'expansion. Cette élection choisie comme thème l'exode rural. Donc autour de la table, nous sommes avec... je vais les laisser se présenter, ce sera quand même plus simple. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Et moi je suis Kalo Alpha, élève de la 11e année série scientifique au complexe de l'expansion CEDLEX en abrégé. Bienvenue. Oui. Bonsoir, je suis Guinab Jean Cissé, élève de la 12e sciences expérimentales au complexe de l'expansion en diminutif CEDLEX. Bonsoir, moi c'est Sekou Oumar Sidibé, élève de la 10e année au complexe de l'expansion en abrégé CEDLEX. Très bien, alors bienvenue à tous les trois. J'espère que vous êtes bien détendus. On est tranquille, on est entre nous, on est entre amis. Et donc vous avez choisi l'exode rural. C'est vraiment pas un sujet facile. Et vous êtes les seuls à l'avoir choisi. Donc déjà, félicitations pour ça. Et on vous écoute. J'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire sur l'exode rural. Donc quand vous voulez, allez-y, qui commence ? Vas-y. Et bonsoir chers auditeurs, chers co-animateurs et chers téléspectateurs. À présent sur le plateau de l'antenne Espace TV et Espace Radio, le plaisir est pour nous ce trio élèves du complexe de l'expansion CEDLEX 6 à Matoto Imbaya de partager le fruit de notre connaissance sur un fait récurrent de notre société qui est l'exode rural. Avant tout, il est à retenir que chaque année, un nombre élevant de paysans laisse les campagnes se dirigeant pour la plupart vers la capitale et les autres villes, nourrissant l'espoir illusoire d'emploi dans le milieu urbain. Et ces infortunés, une fois arrivés en ville, font face ici à des travaux moins rémunérés. Et se dirigeant ici aux travaux moins rémunérés tels que les travaux domestiques qui sont généralement mal payés par les patrons de ménage qui les emploient. Et par définition, nous pouvons dire que l'exode rural ou la migration rurale est le déplacement massif des campagnards vers la ville. Autrement dit, sélection des personnes qui quittent individuellement ou massivement les campagnes pour venir s'installer en ville pour le confort. Et ce n'est pas une pratique qui a commencé aujourd'hui. Elle remonte depuis l'histoire, mais de nos jours, ce phénomène devient crescendo et très épanoui à travers le monde. Les migrations massives des ruraux vers les villes concernant avant tout les pays en voie de développement, et c'est l'absence de modernisation d'exploitation et la dégradation qui cherche des milliers de paysans vers les villes. Et qui cherche des millions de paysans vers les villes. Et il est nécessaire aussi de savoir quelles sont les raisons qui poussent essentiellement de nombreux paysans à quitter les campagnes pour les centres urbains que sont les villes. Et ces raisons sont multiples et varient d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre, notamment la richesse d'un Eldorado, du bien-être ou des meilleurs cadres de vie, qui est d'abord le moteur principal qui déclenche ces vagues de mouvement. On a aussi l'attirance des villes. Et quand nous prenons les villes, nous le savons bien il a à retenir aussi que l'État investit beaucoup dans les villes que dans les campagnes. Et il y a des choses qu'on appelle les jeunes, une fois arrivés en ville, ils n'ont pas de diplôme. D'autres vont essayer ici de faire les travaux domestiques. D'autres vont se livrer aux transporteurs de bagages à Madina par exemple. Et par finir, comme nous le savons bien, il y a des jours qui arrivent, quand nous sommes seuls comme ça, il y a des imaginations qui nous viennent en tête. Et ils vont essayer ici de dire, moi je suis là, je ne gagne rien, attends, je vais essayer de me rebeller contre les plus riches
pour gagner de l'argent. Donc ils vont essayer de prendre ici les armes et autres, se venger ici aux quartiers riches, tels que quand nous prenons les quartiers équipés, Lambaye, Nongo, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des attaques dans les familles et au niveau des bandits. Et ça se passe toujours, souvent avec les migrants. Et quand nous prenons aussi la pauvreté liée à l'agriculture traditionnelle avec l'utilisation des instruments rudimentaires, la technique et les rendements sont très faibles. La sécheresse aussi, les productions agricoles ne sont pas suffisantes car le climat est sans pluie. Et quand nous prenons aussi l'insuffisance des établissements, des infrastructures de développement, telles que les routes, les hôpitaux, les écoles et les établissements publics. Et on peut s'y faire mieux soigner en ville que dans les campagnes. Et on peut être à proximité d'un hôpital et d'une maternité. Et pendant ici d'une crise alimentaire, on a la certitude d'y survivre. Car en cas de crise alimentaire, c'est là où arrive d'abord l'aide envoyée par les pays riches. Et après ça, nous pouvons parler ici de la violence. La violence par le terrorisme, la rébellion. Et tel fut le cas de la Guinée dans les années 2000, où plusieurs habitants de Djikidou étaient contraints de fuir les violences pour venir s'installer à Conakry. Et il faut bien retenir qu'en cas de guerre, les villes sont plus sûres que les campagnes. Donc voyant tout cela, et l'exode rural, il faut retenir aussi que l'exode rural s'applique de deux façons, à savoir, il peut s'appliquer de façon temporaire ou de façon définitive. Il s'applique de façon temporaire, c'est quand les jeunes reviennent en ville, parce que quand nous prenons l'exemple sur les jeunes filles qui viennent laver les habits, souvent communément appelés les fanicos, qui viennent laver les habits en saison cherchent l'argent et autres. Après, à l'approche ici de la saison pluvieuse, ils partent acheter les ustensiles de cuisine, les lits, les habits et autres pour préparer leur mariage. Donc ils se préparent maintenant pour aller au village et ils partent là-bas maintenant pour se marier. Et il y a des jeunes une fois en ville, parce qu'il y a d'autres une fois d'abord au village, ils sont là-bas, ils entendent comment est la ville, ils n'ont pas vu la ville, ils entendent c'est-à-dire ce qui se passe en ville, et parce qu'il y a des gens qui quittent ici, partent dans les campagnes, racontent et en voyant les images de leurs amis, tout ça, ils vont penser à tout ça. Et une fois maintenant en ville, là ils pensaient que c'est comme ça et c'est pas comme ça la réalité en ville. Donc ils vont faire face ici à beaucoup de choses et d'autres vont finir ici à être bandits, d'autres vont être dans la délinquance juvénile. Et à travers ça, d'autres aussi, quand ils viennent, ils ne veulent plus se retourner. Voyez ici l'image de la ville, là dont la ville est. Et les établissements qui sont là, et je l'avais bien dit, les infrastructures de développement. Dans la ville, les infrastructures de développement sont là. Il y a les écoles, il y a les grandes écoles, il y a les grands hôpitaux et tout. Et il n'y a pas ça dans les campagnes. Donc, une fois en ville, vu ici la ville, donc ils veulent maintenant rester dans la ville, ils ne veulent plus se retourner. Et cette façon ici d'exode rural, nous appelons ça l'exode rural de façon définitive. Donc c'était là, je vous remercie. Alors Merci. Moi c'est Sékou Oumar Sidibé. Maintenant on va être clair, on va se dire les choses telles quelles. C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent dans l'exode rural. Il y a des gens qui réussissent à nourrir leur famille dans l'exode rural. Certes, l'exode rural n'est pas que rose, elle est aussi morose, car elle surprend et bouleverse les attentes mûries par plusieurs campagnards. C'est-à-dire, l'exode rural engendre avec elle des conséquences dévastatrices. Au point de départ, l'exode rural forme en fait un cercle vicieux. Dans les villages, lorsque les jeunes quittent, nous avons d'abord le dépeuplement des zones rurales. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, on a aussi le manque de main-d'œuvre et le faible rendement économique. C'est-à-dire, prenons au niveau de l'agriculture. En Guinée, on sait qu'aujourd'hui en Guinée, l'agriculture est traditionnelle, si on le dit ainsi, extensif et intensif. C'est-à-dire, nos mamans utilisent encore des dabas et tant d'autres. Donc, s'il n'y a plus de jeunes, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que ces mamans vont faire? Elles sont dépourvues de tout moyen pour cultiver. Donc, cela dit le faible rendement économique. Quittons au point de départ. Arrivons dans les zones urbaines, c'est-à-dire en Guinée, prenons exemple à Conakry. Lorsque ces jeunes sont là, nous avons d'abord une explosion démographique. Et quand on parle de population, on parle de personnes, on est obligé de parler des habitations, des maisons.
par la cherté de ces locations, ces jeunes ils sont obligés de faire la construction de ces bidonvilles. Ce qu'on a fait dans le registre courant, les PACA, etc. Et il y a un besoin alimentaire qui vient. Ces jeunes, ils sont dépourvus de tout moyen pour se nourrir. Donc, par naïveté, ils se livrent à la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, et dans le pays, on observera une augmentation du taux de criminalité. Cela dit, l'exode rural entraîne des conséquences bien graves, telles que ces filles qui n'ont aucun moyen de se nourrir, aucun moyen de subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de se livrer à la prostitution. Elles vont se vendre pour en fait trouver la nourriture, pour se nourrir sous prétexte, car il y a aussi d'autres solutions pour subvenir à ses besoins. Après la prostitution, nous avons la délinquance juvénile. Ces jeunes, par naïveté, ils vont s'asseoir, ils vont dire, ok, j'ai aucun moyen, je suis là, j'ai pas à manger, que vais-je faire? Aller voler, aller faire des braquages, etc. C'est-à-dire la délinquance juvénile. L'exode rural est un poison qui tue à petit feu le pays. Surtout la Guinée qui est en retard de développement économique, socio-politique. Donc, l'exode rural est un phénomène à juguler, est une pratique à chasser du pays, mais cela dit que l'exode rural peut être normal pour les pays en cours de développement, parce que on ne peut pas développer toutes les zones en même temps. Donc ces jeunes, ils quitteront les campagnes pour rejoindre les villes, pour, cela dit, le goût de la vie. Donc on a la délinquance, la délinquance juvénile, l'augmentation du taux de criminalité et tant d'autres. Cela, je passe la main à ma collègue pour suivre. Bonsoir, je suis Guinab Jean Sissé. Je vais, maintenant qu'il a amorcé sur les conséquences de l'exode rural, je vais un peu vous parler d'une autre anecdote. Il a cité tant d'exemples. Une autre anecdote, c'est l'histoire de Memouna. Memouna, c'est le personnage principal du roman intitulé Memouna d'Abdoulaye Sadji. Dans ce roman, l'écrivain sénégalais nous raconte l'histoire de Memouna, une jeune fille qui vivait à Louga avec sa maman, Yaïdaro. Maintenant, Memouna elle avait sa grande sœur à Dakar, Rihanna. Rihanna, à chaque fois qu'elle envoyait des lettres à sa maman Yaïdaro, mettait entre ses lettres une photo d'elle. Cette photo avec des changements énormes en termes de beauté. La naïveté de sa jeune sœur était telle qu'elle tombe amoureuse de la fille moderne de sa sœur. Sans même se demander comment sa sœur parvenait à faire tout ça. Donc elle n'avait plus qu'une chose en tête, aller à Dakar pour vivre au moins la moitié de ce que vit sa sœur. Mais sa maman, ne voulant pas que sa fille tombe dans les travers de la ville, essayait à chaque fois de la consoler, de la moraliser, puis de la sensibiliser en lui disant mais en ville, tout n'est pas que rose. Il y a aussi des difficultés, mais Memouna ne voulait rien entendre. Elle était entêtée. Une fois à Dakar, il y avait plusieurs commerçants qui voulaient d'elle en mariage, tels que Galekan. Galekan, c'était un riche commerçant, l'homme le plus riche de Dakar à l'époque. Mais Memouna est prise par sa naïveté, son innocence, et à cause aussi des coûts de la vie, elle se retrouve piégée dans une amourette, je vais dire, puisque ce n'était pas de l'amour, dans une amourette, et ça aux côtés d'un mécanicien fauché, un apprenti mécanicien fauché, qui s'appelait Dudu Diouf. Maintenant, aveuglée par l'amour, Memouna va tomber amoureuse de Dudu Diouf et elle va contracter ainsi une grossesse involontaire. Sa soeur Rihanna, quand elle apprend la nouvelle, se disant moi je fais partie de la haute société, comment ma soeur peut quitter Louga et puis venir ici tomber enceinte d'un apprenti mécanicien, même pas d'un commerçant, hein, d'un apprenti mécanicien. Elle s'est dit bon, Memouna, au stade où nous en sommes, tu vas devoir partir, te retourner au village auprès de notre maman. Puisque moi, cette honte, je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas porter ce fardeau. C'est ainsi que Memouna va se retourner au village où elle se sentira être la risée de tout le village. Puisqu'avant de quitter le village, elle disait à ses copines, vous êtes là, vous ne connaissez rien, moi je vais aller découvrir la ville. Peut-être je viendrai même vous apprendre comment les filles s'habillent en ville, comment elles font ci, comment elles font ça. Et maintenant, elle revient avec une grossesse, pas plus, pas moins. Pour ne rien en arranger, son bébé mort-né, son bébé né complètement métamorphosé, donc l'enfant ne survit pas. Ensuite, Memouna aussi, elle contracte une maladie qui ne lui a pas laissé la vie facile en fait. Parce qu'après la maladie, étant maintenant la risée du village, sa beauté s'est dégradée, elle n'avait plus d'autre choix que de retourner au marché, revendre auprès de sa maman Yaïdaro. Donc l'histoire de Memouna nous prouve sans aucun doute que l'exode rural détruit les rêves que mûrissent de nombreux campagnards, de nombreux paysans.
Et ainsi, quand ils viennent en ville, ils voient leur rêve brisé. Vraiment, c'est une situation qui est vraiment à regretter. Maintenant, connaissant les conséquences de l'exode rural, je crois qu'il serait impératif de prendre des précautions au niveau des familles rurales et des autorités de tutelle. On pourrait, comment dire, emprunter ou copier le système français, dans lequel la plupart des habitants aujourd'hui préfèrent la campagne car elle ne manque de rien. On pourrait aussi passer par la sensibilisation à adopter un comportement responsable face à la pratique de l'exode rural. Tu envoies ton fils en ville. Toi pratiquement, tu l'encourages, tu sais, tu n'as pas de frère là-bas qui va le loger, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un pour le nourrir, mais quand même tu l'encourages à aller, parce que le fils du voisin allait, il faut que mon fils y aille aussi. Et si le voisin a d'autres familles là-bas, toi tu n'as pas de famille, donc ton fils se trouvera dans le cercle des travers de la ville. Nous pourrons aussi amoindrir l'action des paysans vers les villes en adoptant une politique responsable de développement, où il y a une forte administration auprès des administrés, c'est-à-dire faire en sorte que les paysans n'aient pas à se déplacer pour satisfaire leurs désirs auprès des autorités de tutelle. Puisqu'il y a certaines sous-préfectures, certains villages, des districts, ça fait combien d'années ils demandent des stades ou bien des boîtes de nuit, des espaces culturels, ils n'en ont pas. Donc les jeunes, en voyant sur les réseaux, ils voient Conakry, il y a des grands stades, il y a des restos, il y a des plages, ils disent, ah, comme ils ne veulent pas construire, sinon on va à la Conakry. Donc, c'est un point où il faut beaucoup s'appuyer. C'est un point que le gouvernement doit revoir aussi. Ils peuvent aussi promouvoir les emplois par la floraison des métiers. Ça, c'est une chose qui est assez simple, puisque dans les campagnes, les jeunes, ils ne refusent pas les métiers, au fait. C'est pas comme ici. Ici, quand un jeune est diplômé, c'est rare qu'il accepte de faire certains métiers. Mais là-bas, tout ce qui peut leur permettre de nourrir leur famille, ils acceptent. Donc, la floraison des métiers pourrait permettre de limiter, de rendre l'exode rural de plus en plus responsable. Après cela, il pourrait aussi accroître l'agriculture agro-pastorale pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. L'insuffisance alimentaire, lorsque c'est l'incapacité au fait d'un pays de subvenir de parvenir à nourrir la population tout entière ou bien la moitié de la population. Lorsqu'il y a l'agriculture, par exemple, c'est pas toutes les saisons. Il y a certaines cultures qui donnent en saison sèche, il y en a qui ne donnent pas en saison sèche. Maintenant, et si ces cultures-là, pendant certaines saisons, ça ne donne pas. Il y a certains villages qui ne vivent que de la culture du manioc. Il y a certains villages qui ne vivent que de la culture du riz. Ils prennent ça puis ils revendent. Maintenant, si cette saison, le riz n'a pas fonctionné, bien, il y a tel ou tel problème, il y aura la famine dans ces villages. C'est une chose qui est vraiment à revoir. Et les autres rurales, ce n'est pas une pratique, comme il a dit, qui a commencé aujourd'hui. Mais peut-être, même si on ne peut pas y mettre fin aujourd'hui, on peut quand même le moderniser. Merci beaucoup à tous les trois. Et est-ce que vous pensez que tous ces jeunes-là qui quittent la campagne, est-ce que vous pensez en fait que l'exode rural, c'est vraiment générationnel? C'est-à-dire que les jeunes générations d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui existent, tout ça, ils voient un petit peu le genre de vie, comme tu disais, que certains jeunes peuvent avoir à Conakry, avec voilà, la plage, l'accès à beaucoup plus de choses que quand on est à la campagne, alors que par exemple, la génération de nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas cette visibilité sur tout ça, quoi. Donc est-ce que vous pensez que l'exode rural, c'est aussi une question de génération? Bon, pas forcément, hein, puisque au niveau de l'intro, on l'avait dit, c'est pas une pratique qui a commencé aujourd'hui. Elle remonte depuis l'histoire. Si on prend l'exemple, par exemple, sur le roman d'Abdoulaye Sadji Memouna, Memouna a été publié en 1958. Et en ce temps, il y avait pas... La technologie n'était pas tellement développée. Bien par sûr. exemple, Internet ou autre, là, non. Ça n'existait pas. Mais les lettres, il y avait les lettres. Il y avait aussi des messages comme... Par exemple, mon cousin vient en ville, puis je lui transmets les messages pour donner à ma soeur, tout ça. Donc, il y avait ce genre de choses. C'est surtout la curiosité. Quand une seule personne vient en ville, le village X envoie un de ses fils en ville, il vient, il visite un peu. Quand tu le vois, même après les vacances, excusez-moi, mais quand on lui dit, faut retourner au village pour aller étudier, il va te dire, mon père m'a dit, si je veux rester, je peux rester. Mais rester pour faire quoi? C'est ça Voilà, le problème. c'est ça le problème. Donc, les autres rurales, ça n'a pas commencé au fait à cause d'Internet ou autre là. Non, non, non. C'est une question aussi de mentalité. C'est une question de mentalité, puisque il y a l'attraction de la ville. Et si tu n'es pas une personne qui sait se ressaisir bien, si tu n'as pas de bons conseillers, ben, tu tombes dans les travers de la ville. Ça, c'est vrai. Si t'es pas bien accompagné.
Monsieur Alexandre, réaction? Bon, je vous remercie vraiment pour votre défense. Moi, j'ai toute une petite histoire. Quand je quittais le village pour aller dans la capitale, ils ont fait une fête. La famille a fait une fête parce que c'est comme si je partais en Occident. Ah oui. C'est ce que le village avait pensé. Ils considéraient la capitale comme l'Occident. Que tu allais devenir riche peut-être. Voilà, donc c'était pour aller chercher le bonheur, à la recherche du bonheur dans ton propre pays. Ah, je C'est-à-dire, vois. tu imagines la mentalité du village, on pense que la capitale, c'est l'Europe, comme elle a si bien dit. Donc il y a ça déjà dans la tête des gens. Ouais. Donc moi j'étais parti dans l'intention là, c'est comme ça j'ai quitté le village pour venir chercher mon gagne-pain. Mais apparemment chez moi ça a marché. Comme chez d'autres ça ne marche pas. Oui, ça marche pas pour tout le Il ne faut monde. pas partir dans l'intention de ne rien faire. Il faut partir avec un objectif bien déterminé. Par exemple, d'autres peuvent quitter la campagne pour la capitale dans l'intention d'étudier, comme quand tu as l'examen de bac, on peut t'envoyer à Conakry, à Gaman par exemple. Donc tu quittes le village pour la capitale. Ouais. Donc d'autres aussi, ton oncle peut t'appeler, soi-disant qu'il a trouvé un boulot pour toi. Mais vouloir quitter comme ça, juste pour venir chercher le gars, si ça ne marche pas pour toi, voilà, il vaut mieux rester au village. Donc l'exode rural, moi je considère que c'est un mal qui est nécessaire. D'accord, je vois. Alors moi, j'ai envie de poser une question, parce que déjà, vous avez énuméré beaucoup de solutions. On peut dire que ces solutions sont déjà connues parce que définies par les politiques publiques, par exemple. Si vous voulez trouver dans les administrations, vous vous rendez compte que les gens qui sont là-bas, ils sont au courant de tout ça. Ils savent en fait que faire pour remédier à tout cela. Mais ça ne s'applique pas. Aujourd'hui, on sait que même à Conakry, tout n'est pas acquis. Ouais. Voilà, on pense qu'il y a plus d'investissements ici, il y a plus d'entreprises ici, mais les jeunes d'ici aussi sont confrontés au même problème en fait, aux difficultés de trouver un emploi et tout. Donc les mêmes problèmes se retrouvent, que ce soit dans les campagnes, en région, dans les communes rurales et dans les zones rurales, que dans la capitale. Alors, ça veut dire qu'on est en manque de solutions. On a un manque de solutions parce qu'on sait qu'il y a des activités qu'on peut développer en campagne. Aujourd'hui, ces activités, impossible de les développer, soit parce qu'il n'y a pas d'investissement, soit parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, soit parce qu'il n'y a pas d'entreprise en fait pour tout cela. Selon vous, dans quelle entreprise en fait les jeunes qui sont en campagne peuvent se lancer pour rester sur place, pour éviter l'exode rural? Comme je l'ai bien dit à l'entame, l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui en Guinée est traditionnelle, extensif et intensif. Je sais en fait, Voilà. l'agriculture peut-être, Oui. mais on sait aujourd'hui en fait que les zones agricoles, pas toutes, sont confrontées en fait à des problèmes. Soit parce qu'il n'y a pas d'accès en fait pour transporter ce qu'on a eu comme récolte, soit parce qu'il n'y a pas d'investissement pour cultiver suffisamment. Ça veut dire que même en région, en campagne aujourd'hui, on a des problèmes à faire de l'agriculture. Vous êtes au courant de ça quand même? Oui, mais ce problème ne revient pas aux jeunes. Ça, c'est l'État, le gouvernement, qui a une irresponsabilité. Parce que les jeunes aussi ne se révoltent pas. Peut-être parce qu'ils ne sont pas informés. Si les jeunes guinéens étaient aujourd'hui informés des richesses qu'ils ont, parce que la Guinée est considérée comme un scandale géologique, ces jeunes allaient se révolter parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire avec leurs richesses. Parce que sous terre, il y a la bauxite, il y a l'or, mais ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas l'exploiter. Si, ils le savent. Ils ne le savent pas. Ils savent qu'il y a de la bauxite sous terre. Bon. mais tu sais qu'à Boké, par exemple, dans une zone où il y a assez de bauxite, les jeunes se révoltent tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils savent qu'il y a de la bauxite, mais comment la transformer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bauxite? Un manque de communication, l'État le sait, le gouvernement le sait, mais les jeunes ne le savent pas. Eux pensent juste qu'il y a de la bauxite, mais ils ne savent pas ce qu'on peut en faire. Sinon, les avions, c'est à partir de la bauxite. Jusqu'à présent, on n'a pas d'avion, les jeunes ne le savent pas. C'est un manque de communication, selon moi. Bon, peut-être que tu penses qu'ils ne le savent pas, mais je t'informe qu'ils le savent, hein, mon gars. Peut-être pas tous, mais je suis désolée de vous couper. Là, j'aurais bien voulu continuer encore. J'avais encore plein de questions pour vous, tellement c'était intéressant. En tout cas, bravo. Bravo au complexe de l'expansion CDLEX pour ce grand sujet et tous vos arguments. Vous avez très bien sortis. J'espère que vous, à la maison, vous avez bien voté de votre côté. Et c'est pas terminé. Il y a encore une autre école qui arrive dans quelques instants. Donc, ne bougez pas. Et merci à vous. À tout de suite. Merci, madame. Jeudi sur Espace. Tous les soirs, on se lâche.
confession, délire, partage. On se lâche. La prochaine sur la liste de la soirée, celle qui va présenter aussi son sujet, essayer de vous convaincre. Donc préparez-vous déjà sur bien sûr la page Facebook Espace TV Guinée, sur la page YouTube Espace TV Guinée également, puisque c'est là que vous pourrez voter. Avez-vous été convaincu par le lycée Ahmed Sékou Touré qui s'apprête à prendre la parole? Oui, non, indécis, voilà, c'est à vous de voter et c'est vos votes qui détermineront si l'école pourra, si le lycée pourra passer à l'étape suivante du concours, l'étape des qualifications. Et donc ce soir, on reçoit Bamba Boubacar Sidiki, Aïssata Ndiaye et Aïssata Diallo pour parler de la corruption dans les concessions scolaires, un thème aussi qui n'a pas encore été abordé dans On Slash dans les écoles. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte d'écouter tout ça. Déjà, on va introduire bien sûr les élèves et avant ça, je vous présente donc l'équipe aux 3 élèves, Bambo Girassi et Monsieur Alexandre, qui seront là pour vous accompagner pour cette demi-heure ensemble. Et je vous laisse vous présenter. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, c'est les auditeurs et auditrices. Je reprends le nom de Ndiaye Aïssata, élève de la terminale sciences sociales au sein du lycée Ahmed Sékou Touré. Bienvenue. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Je suis Aboubacar Sidiki Bamba. Je fais la terminale sciences expérimentales au lycée Ahmed Sékou Touré. Bienvenue à toi aussi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je reprends au nom de Aïssata Diallo, élève de la terminale sciences mathématiques au lycée Ahmed Sékou Touré. Alors bienvenue à tous les 3, voici l'équipe. Donc la corruption dans les concessions scolaires, c'est parti, qui commence? Vas-y. Tout d'abord, permettez-moi de faire la salutation d'Ijaï. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous. Je commencerai par souligner que toute évolution, tout véritable développement durable d'une nation ne se fait pas sans l'éducation, car elle est la pierre angulaire du développement économique et social d'un pays et est en outre un droit fondamental qui doit être accessible, de qualité et adapté aux besoins de chacun. L'éducation est l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes, de faire progresser la paix et la stabilité. L'éducation permet de donner aux jeunes citoyens les connaissances et les compétences qui leur permettront de s'épanouir dans l'économie de leur pays et de participer à la société. Mais en réalité, cette même éducation est souvent caractérisée par sa mauvaise qualité et un accès illégal, d'où la corruption. Dans un système éducatif corrompu, les étudiants n'acquièrent ni les connaissances ni les compétences qui leur permettront de participer de manière significative à l'économie de leur pays. Tout comme l'impunité, le non-respect des principes, la corruption est l'un des facteurs du retard socio-économique d'un pays. Par conséquent, le sort de notre thème, qui n'est rien d'autre que la corruption dans les concessions scolaires, réside dans le fait que l'éducation est la base fondamentale de toute chose. Bref, pour bien cerner ce sujet, il serait primordial pour nous de se poser les questions à savoir: qu'est-ce que la corruption? Quels sont les acteurs de la corruption? Quelles sont ses formes? Quelles sont ses causes et ses conséquences? Et enfin, quelles solutions pouvons-nous proposer pour freiner ce fléau dans le secteur éducatif? Merci pour votre aimable attention. Je passe ainsi la parole à mon très cher collègue. Alors, merci pour cette brillante introduction et de m'avoir passé la parole. Je commence par dire que si on devrait parler de corruption en général, je crois qu'on aurait passé toute la nuit ici. Parce que la corruption existe partout et dans tout. Partout parce qu'aucune entité n'échappe à elle. Dans tout parce que la corruption existe dans tous les secteurs. Et cette nuit, nous parlons de corruption dans le secteur éducatif. Un secteur qui est très très important pour toute nation. Et c'est pourquoi vous verrez que la préoccupation de tous les États, surtout ceux qui sont en voie de développement, est de lutter contre cette pratique qui anéantirait ou freinerait leur évolution. Et puisqu'on ne peut pas parler d'une chose sans la connaître, la corruption dans les concessions scolaires, d'abord, ce que c'est que la corruption? Vous retiendrez avec moi de façon très simple que la corruption est l'action de corrompre. Et corrompre, c'est d'altérer, c'est de gâter, c'est de pousser l'autre personne par le biais d'un don, d'une promesse ou de quoi que ce soit à agir contrairement à la morale, étant donné que c'est la morale qui régit les normes sociales. Et on ne peut pas aussi parler d'un fait sans parler de ceux qui le font. C'est pourquoi vous retiendrez également avec moi
que la corruption a des principaux acteurs dans nos concessions scolaires, qui sont, entre autres, les encadreurs, les professeurs sont inclus, les élèves, mais aussi les parents d'élèves. Nous allons vous dire le pourquoi lorsque nous attaquerons les causes. Et toute pratique a aussi une forme. La corruption a des formes. Et l'une des formes de la corruption, c'est au cours des évaluations. Lors des évaluations, vous trouverez que certains professeurs organisent des séances de révision payantes juste pour donner aux élèves les épreuves qu'ils lanceront le lendemain. Et autres aussi qui font la corruption à ciel ouvert, c'est-à-dire devant ceux qui ont bossé très dur pour avoir de très bonnes notes, ils se permettent de demander à ceux qui n'ont pas eu la moyenne de venir avec de l'argent ou de quoi que ce soit. Quand même, ils demandent une certaine faveur afin de rehausser leurs notes. Et ça se passe très souvent dans les classes intermédiaires. Nous n'allons pas aussi ignorer le primaire. Les élèves, la plupart des élèves du primaire, vous trouverez surtout dans les écoles publiques, des élèves qui travaillent dur pour les enseignants. Dire, ah, je vais aller puiser de l'eau pour mon professeur, je vais aller laver ses habits, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et certaines fois même, je crois, il y a eu des cas de viol par rapport à ça. Des élèves qui ont été violés par leur professeur parce qu'ils sont partis faire ces tâches ménagères chez eux. Et chose qui est très très déplorable. Nous allons parler maintenant de la corruption dans les classes d'examen. Vous trouverez également des fondateurs qui travaillent très très dur, qui font tout pour acheter des sujets avec des délégués qui sont corrompus. Donc les élèves cotisent ensemble et donnent l'argent au fondateur qui part acheter le sujet avec le délégué corrompu. Et ça, entre eux, la nuit, ils s'appellent « Ah bro, j'ai eu du pétrole ». C'est le sujet qu'ils appellent le pétrole. Ils disent « Bro, j'ai eu du pétrole, viens, on va se partager ceci, viens, on va se partager cela ». On parle du sujet, chose qui est très très déplorable également. Et je sais, il y a beaucoup de formes de la corruption, beaucoup de formes, mais je crois qu'on va se limiter à ça. Et à présent, nous allons parler des causes, puisqu'il n'y a pas de fait sans cause. La corruption a assez de causes. Et pour bien élucider ces causes, je tiens à ce que mademoiselle Aissata Ndiaye commence. Merci de m'avoir passé la parole. Oui. Les raisons avancées qui justifient les pratiques de la corruption en milieu scolaire sont la peur de l'échec aux examens et l'acquisition coûte que coûte des diplômes. Nous allons aussi parler de l'impunité comme l'une des causes principales de la corruption. L'impunité désigne l'absence de sanctions. L'impunité peut être une absence de droit. L'impunité, c'est la non-application de punition. Nous allons aussi parler de la fraude dans les concessions scolaires. La fraude, c'est la malhonnêteté d'ordre moral et intellectuel. La tricherie en milieu scolaire, c'est le fait pour un apprenant de ne pas chercher à travailler pour réussir lui-même. Un travail qui repose sur une organisation et la prise effective de conscience. Il y a tant de causes que je laisse la parole à mon très cher collègue qui va essayer aussi d'énumérer un peu. Alors, merci également pour m'avoir passé la parole. Et justement, il y a d'autres causes de la corruption. Nous allons parler cette fois-ci d'une cause que tout le monde pense. Tout le monde pense que la cause principale de la corruption, c'est la pauvreté. Et bien sûr, c'est l'une des causes. La pauvreté des enseignants. Beaucoup d'enseignants ne sont pas bien payés. Et pour cela, ils se permettent de faire des pratiques corruptives, de demander de l'argent aux élèves, d'organiser des cours de révision afin de soutirer de l'argent aux élèves. Et autre, c'est la méchanceté des enseignants. Parce qu'on ne peut pas comprendre le fait que vous êtes payé et que vous vous permettez quand même de retirer l'argent aux élèves. C'est être méchant. Et l'autre cause aussi, pour les élèves, c'est parce qu'ils cherchent en fait à introduire la sphère sociale dans laquelle ils sont en train de vivre. Vouloir ne pas pratiquer la même chose que les autres, c'est de rester à l'écart. Donc, vous trouverez ainsi ces élèves obligés de faire la même chose que leurs collègues. Si mon ami a payé de l'argent
pour faire ceci, pour avoir de la note. Moi aussi, je perds de l'argent pour avoir de la note. Pour ne pas que le professeur dise, ah, c'est lui qui ne l'a pas fait. Et surtout quand on te repère dans ces genres de pratiques, le professeur il est capable de faire de toi sa cible à chaque occasion. Non, il te donne une très mauvaise note, que tu travailles ou pas. Quand même de très petites fautes, il néglige pas. Toi, il est toujours à ta poursuite, il cherche toujours à t'avoir. Donc, c'est énorme, on a tellement de causes et on ne peut pas tout citer. La corruption est une pratique très très complexe. C'est une notion très complexe. Maintenant, nous allons parler des conséquences, de ce qui résulte de cette pratique dans les constitutions scolaires. Les conséquences, elles sont énormes. Je donne la parole à mademoiselle Aïssata Diallo qui va essayer de nous dire un peu sur les conséquences de la corruption. Merci de m'avoir donné la parole. Il faut reconnaître que la corruption a plusieurs conséquences, parmi lesquelles on peut citer le découragement des apprenants. Pour illustrer mes propos, je vais parler de deux élèves d'une même classe, une fille et un garçon. Le garçon qui étudie très bien et qui apprend ses leçons, tandis que la fille n'a pas le temps pour réviser ses cahiers. Et lors d'une évaluation, nous remarquons que la fille a plus de notes que le garçon. Et ça parce qu'elle partage une certaine relation avec l'enseignant qui pousse ce dernier à lui donner une note qu'elle ne mérite pas. Et c'est ce qui peut provoquer le découragement de ce garçon qui apprenait ses leçons. Comme le disait notre ancien ministre, M. Guillaume Havik, faisons du mérite quelque chose de beau. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de la première édition de la Semaine nationale du mérite scolaire, SENAMSCO, les grands gagnants ont reçu des cadeaux et ont été aux États-Unis pour 2 semaines. Le mérite m'était respecté. C'est pourquoi d'ailleurs, d'autres ont eu le courage de se présenter lors de la 10e édition. Mais malheureusement, le mérite n'a pas été respecté. Les gagnants n'ont pas reçu de cadeaux et n'ont pas été aux États-Unis. Ne doit être lauréat que cette personne qui le mérite. Sinon, nous allons beau lutter contre la corruption, mais nous n'allons jamais pouvoir bannir la corruption. La corruption compromet la qualité de l'éducation. C'est-à-dire, l'enseignant hanté par l'idée d'avoir plus d'argent s'accentue le plus sur les révisions que par rapport aux cours normaux. Il donne plus d'avantages aux élèves qui participent à la révision qu'aux autres. Et c'est ce qui provoque l'inégalité scolaire entre les élèves. La corruption compromet l'intégrité et la fiabilité des diplômes. C'est pourquoi d'ailleurs, nos partenaires au développement, œuvrant dans ce secteur, ont commencé déjà à afficher une certaine méfiance. Les diplômes guinéens n'ont pas de valeur, n'ont pas d'importance, car nous savons tous comment ils sont obtenus. Oui. Donc sur ce, il faut que chacun de nous se décide de changer pour un lendemain meilleur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de conséquences, donc je vais laisser la parole à mon confrère Aboubakar Sidiki Bamba qui va essayer d'en rajouter avant qu'on ne passe à la conclusion. Merci beaucoup Aïssata Diallo. Moi, pour parler par rapport aux conséquences de la corruption, je commencerai d'abord par dire que si la Guinée nous a vu naître et grandir sous ses toits, en nous donnant tout ce qu'il faut, je crois que c'est parce que la Guinée attend beaucoup de nous. Une conséquence de la corruption. Vous savez quand même que tout développement passe forcément par le secteur éducatif. Et si ce sont ceux qui doivent être les futurs cadres qui sont habitués à la corruption, qui seront-ils demain? Des corrupteurs. Ils ne seront que des corrupteurs. C'est pourquoi très souvent on entend, il y a eu détournement de tel montant, tel montant, tel montant. C'est parce qu'ils ont grandi avec. Et ceux qui sont dans les différentes salles de classe, ceux qui leur ont permis de grandir, leur ont habitué à faire ce genre de pratiques, à faire des pratiques corruptives. Une conséquence très très déplorable pour la nation. Je me rappelle lorsque ma mère me disait que on ne va pas te couper ta tête d'enfance pour te donner une autre tête lorsque tu vas grandir. Et c'est effectivement vrai. Ça veut dire que nous devons adopter de bons comportements depuis à l'enfance. Grandir avec.
c'est ce qui fera de nous un très bon adulte ou vieux demain. Et la corruption a beaucoup de conséquences, des conséquences très amères pour l'évolution de toute entité sociale. J'ai parlé tout de suite du cadre qui ferait la corruption. Maintenant, nous allons parler du découragement des apprenants. Le découragement des apprenants, parce que lorsque vous prenez un élève, lorsque vous favorisez un élève qui n'a pas travaillé, vous lui permettez d'avoir la moyenne devant celui qui bosse très dur, en échange avec le sexe, en échange avec l'argent, parce que certains professeurs échangent les notes avec le sexe. Donc, ils se permettent de faire ça. Lorsque vous faites ce genre de choses, vous êtes en train de décourager ceux qui bossent dur. Ils vont aussi mettre dans la tête que oui, il faut aussi que je cherche l'argent au lieu de me former. Donc, vous encouragez comme ça la médiocrité et vous découragez l'excellence. En fait, vous ne récompensez pas le mérite. Autre conséquence, parce qu'il y a tellement de conséquences, sans me soucier de l'heure, je vais aussi parler des conflits entre les élèves. Vous trouverez toujours des élèves en train de se quereller par rapport à ça. Ah, c'est pas ce que j'ai mérité. Ah, il t'a donné ça parce qu'il te connaît, parce que ton père est ceci, parce que ton père est directeur, parce que ton père est comme ceci, il est comme cela. Chose qui est très très déplorable. Donc, nous avons beaucoup de conséquences également. Nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus parce que le temps nous est compté. Nous allons à présent passer à la phase finale. Oui. Alors, chers auditeurs et auditrices, respectables animateurs, pour clore ce débat, il est important de savoir que malgré l'existence de bon nombre de dispositifs mis en place pour lutter contre cette pratique, elle continue toujours à s'enraciner dans les comportements des différents acteurs de l'école. Personne n'est épargné. Les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, tous sont concernés. On oublie que la mission fondamentale de l'école est d'inculquer aux élèves les normes et les valeurs de la société. Mais nous constatons que cette mission est compromise, car aujourd'hui, les élèves se proposent de se livrer eux-mêmes à des actes corruptifs. C'est pourquoi d'ailleurs, certains acteurs de l'école préfèrent s'accentuer le plus sur l'école pour lutter contre cette pratique. Bref, pour lutter contre ce fléau qui mine le système éducatif guinéen, au prime abord, il faut organiser des sessions de sensibilisation à tous les niveaux. Au niveau des élèves, des enseignants, des parents d'élèves. Faire comprendre à ces parents d'élèves que l'important n'est pas de payer l'enseignant pour qu'il fasse passer l'enfant de classe en classe. Si l'enfant n'est pas formé, ça devient une peine perdue. Alors s'il est dit que la base de l'éducation c'est à la maison, ils doivent alors suivre les enfants sur le droit chemin et payer l'enseignant pour qu'il s'assure à l'instruction et à l'éducation de l'enfant. À ces enseignants, nous sommes d'accord qu'ils sont pauvres. Nous sommes d'accord que c'est le métier le plus noble. Mais s'ils ont choisi de former les futurs cadres de demain, ils doivent savoir que s'ils essayent de tromper la nation, ils seront alors appelés ennemis de la nation. Imaginez l'enseignant qui forme un ministre, un président, un docteur. Si ce même enseignant forme très mal un docteur, un jour, il va tuer quelqu'un. Qui l'a formé? L'enseignant. Si l'enseignant forme l'enfant à la corruption, le jour qu'il serait ministre, mais il va voler le pays. Qui l'a formé? Alors, ils doivent savoir qu'ils sont aussi à la base. C'est pourquoi ils doivent éviter certaines pratiques. Car la vraie valeur d'une nation ne se trouve pas seulement dans ses ressources internes et externes, mais plutôt aussi dans ses ressources humaines. À ses élèves de travailler, car là, ils choisissent de l'école, de se former. Ils doivent savoir qu'ils seront appelés demain à être les futurs cadres de la Guinée. Comme on aime le dire, l'avenir appartient à la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Ceux qui se sont formés et qui ont accepté de travailler. Alors il est temps pour eux d'accepter d'être les acteurs du changement et non les spectateurs du changement. Secondo, il faut la formation et la qualification des entités concernées, dont les enseignants, y compris les élèves. Ce qui nous ramène à dire que les enseignants doivent avoir une compétence requise pour la bonne formation des élèves.
Et si tel n'est pas le cas, ils doivent suivre des sessions de formation leur permettant de rehausser leur niveau académique. Il faut mettre en place un contrôle interne permettant de respecter les règles ou les principes édictés pour la bonne organisation du travail. Et pour finir, il faut la transparence et la mise en place des sanctions sévères contre les éventuels actes de corruption. Parlant de transparence, tu travailles avec une personne, tu dois être au même niveau d'information que la personne. On te donne un travail, tu dois pouvoir rendre ce travail dans l'honnêteté et dans la sincérité. Mais avant de parler des sanctions, j'aimerais bien... Désolée, je vais devoir te couper. Malheureusement, vous êtes pris par le temps. Mais aussi, j'aurais bien voulu entendre la suite. Malheureusement, on va devoir stopper là. Tout est presque dit. Hein. Oui, voilà, parce que même les questions que j'avais... Voilà, vous avez répondu à toutes les questions qu'on a notées. Donc franchement, bravo à tous les trois. Désolée de t'avoir coupé avant la fin de la conclusion, malheureusement. C'est la radio, on n'a pas trop le choix. En tout cas, félicitations vraiment au lycée Ahmed Sékou Touré qui a parlé de la corruption dans les concessions scolaires. J'espère que vous avez bien voté sur Facebook ainsi que sur YouTube. Et on continue de parler de la corruption dans les concessions scolaires. Ça arrive juste après ça. Donc ne bougez pas, tout de suite. Espace. Radio Espace. Au concours, donc qui donne la parole aux jeunes et qui permettra d'élire le meilleur établissement de Conakry. Alors on a eu le complexe, l'expansion CDLEX qui a parlé de l'exode rural et on a eu également le lycée Ahmed Sékou Touré qui a parlé de la corruption dans les concessions scolaires et franchement je suis très fière de tous ces jeunes, de tout ce qu'ils ont fait. Vraiment je suis assez, pas surprise mais je suis bluffée, exactement, bluffée, c'était bien. Hein. Totalement, franchement. Et moi ce que j'ai trouvé surprenant en fait, généralement, quand tu viens avec un sujet que tu as bûché, je dirais pas qu'ils n'ont pas bûché. Ils ont bûché. Oui, et quand tu réfères de Google, tout le monde tape sur Google pour faire des recherches, mais ça se sent tout de suite dans le rendu, quoi. C'est vrai. Mais j'ai comme eu l'impression que le jeune, en fait, il avait fait une étude scientifique. Du lycée Ahmed Sékou Touré. Ouais, comme s'il avait fait une étude scientifique, en fait, pour... trouver en fait les causes, les conséquences. Ouais. C'est pas en fait les mêmes réponses qu'on va aller trouver sur Google. C'est vrai. Il s'est vraiment référé des faits quotidiens, de ce qui se passe réellement dans l'école guinéenne. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il a pris en même temps quelques infos en termes de chiffres, de ce qu'on peut trouver, parce qu'il faut faire un travail de recherche, qu'à côté, il a analysé la chose, il a ajouté à ça ce que lui a peut-être pu observer, alors je dis pas dans son établissement, ou peut-être dans l'établissement de certains camarades, etc., et qu'il a fait, en fait, un truc global, enfin, les trois ont fait un beau boulot, franchement, ouais, ils vont bien ce qu'il dit, en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit, mais sa façon de rendre ça, de ne pas se référer forcément de ce qui a été déjà publié sur Internet, ou des leçons qu'on peut apprendre dans les classes. Non, il s'est assis. Je ne sais pas s'il a eu à échanger avec un enseignant qui va peut-être lui donner les détails, lui donner toutes les explications comme ça. De toutes les façons, ce qu'il a donné, c'était très très intéressant. Ouais, c'était bon, Alexandre, vous avez kiffé aussi. C'est comme s'il vivait, il a vécu ça, et ou bien ses camarades vivent ça, ou bien les professeurs qui... C'est-à-dire, on dirait qu'il était au cœur de l'événement là. Ouais, parce qu'il a donné un exemple, en fait, on a tous vécu ça, mais moi, j'avais jamais vu ça de cet œil, en fait. Les enseignants qui font payer des cours de révision. Tu vois, dans les salles d'examen, il y a des enseignants qui vont se démarquer, qui vont aller créer leur propre cours de révision, qui vont faire payer, en plus de la scolarité que les élèves vont payer. Ils vont demander à ces élèves de payer leur cours de révision, voilà, pour être au bon niveau. Grave, ça. Mais ça peut être un grand facteur de corruption, oui, c'est vraiment ça, quoi. Mais tu sais, à titre, je dis à titre de confidence, non, parce que tous les auditeurs nous écoutent, mais honnêtement, je vais vous le dire, quand on a fait les démarches pour 11/ et qu'on était dans la phase d'inscription, il y a quelqu'un de l'équipe qui était dans une école, alors je ne cache pas le nom, parce qu'en fait, je m'en souviens même pas, donc comme ça, au moins, on est tranquille, et ce n'est pas une école qui participe, en tout cas, c'est une école qui, finalement, n'a pas pu s'inscrire, mais bref, et à la phase de démarche, de dire, oui, voilà, est-ce que vous voulez vous inscrire ou pas, etc., pas de chance pour ce professeur, parce que la scène s'est passée devant la personne de l'équipe qui était sur place, et en fait la personne a observé que le prof faisait payer les élèves pour un stylo, c'est-à-dire que le jeune il est arrivé et il a donné 5 000 au prof, et le prof était gêné, tu vois, parce qu'il y avait quelqu'un qui était témoin, tu vois, et il était gêné, mais bon, il a pris l'argent et il a passé le stylo au gamin. Non. Mais tu te rends compte, ça ne coûte pas 5 000. Mais oui. Et le petit, il a fait payer pour un stylo.
un professeur dans une école, ici à Conakry? Ça se fait, bon, moi par exemple, comme je suis un enseignant, un ancien enseignant, ma femme... Ah bon? Ouais, monsieur Alexandre, j'ai enseigné, D'accord. je suis un cadre à la retraite. Ah. Ma femme, elle me faisait des cabissés bonbons, c'est-à-dire des bonbons, mais à base de lait cabissé. J'adore Donc, cabissé. elle mettait ça dans la glace. Ça, c'est pas du bonbon, ça, monsieur Alexandre. C'est cabissé, rien bonbon. A vu? Donc, cabissé, on a compris. je venais avec les bonbons là, dans la glacière. Ouais. Mais c'était à l'époque. Sinon, ce n'est plus maintenant. C'est à l'époque je faisais ça et c'est ma femme qui m'obligeait. Donc ces bonbons là, il fallait le payer. Les élèves devaient payer ça, obligatoire. C'est forcé. Tu ne paies pas mon bonbon, tu ne vais pas te noter très bien. Mais non, mais monsieur Alexandre, Non, vous vous rendez compte? Je dis c'est à l'époque où j'ai fait ça. Oui, mais vous l'avez fait quand même. Non, je l'ai fait, mais à l'époque. Donc faut qu'on vous pardonne, c'est ça? Donc si je vais avec 50 bonbons, il faut que je me retourne forcément avec 50 000 francs. Parce que si tu ne paies pas mon bonbon, je te note pas bien. Ouais, ça se fait avec les brochures dans les universités. Voilà. L'enseignant, il va venir avec les brochures, il va vous demander de payer les brochures. Mais toi, l'étudiant qui ne paiera pas la brochure, tu ne te retrouveras pas sur sa liste. Voilà. Mais c'est... Bah ouais, il va en fait user de sa position pour te créer des problèmes. Je ne sais pas comment il fait, mais généralement c'est ça. Ça c'est généralement dans les établissements publics. Tu vois, les enseignants obliger les étudiants à payer des brochures. Oh là là. Ouais. Mais un truc que vous allez me dire, peut-être c'est bête comme question, mais en fait j'ai l'impression que tout le monde sait qu'il y a de la corruption dans les concessions scolaires, que bon c'est comme ça, on fait avec et tout, mais je veux dire il y a personne qui contrôle ça ou qui sanctionne, genre les profs qui font ça, ou des parents d'élèves qui essaient justement de faire ça pour faire passer leurs enfants dans les classes, ou des directeurs ou j'en sais rien, des encadrants, peu importe, il y a jamais de sanction qui tombe en fait là-dessus. Ils vivent de ça. Oui, mais c'est interdit de faire ça. Il n'y a pas de sanction. L'enseignant vit de ça. Et la base là... Il ne faut pas généraliser. Hein. Non, parce qu'il vit de son salaire quand même, même s'il est faible. La base là, ça vient depuis le ministère. Parce que vous imaginez l'examen, par exemple, on parle le baccalauréat. Le baccalauréat, avant, je ne connais pas maintenant, mais avant... Il y avait toujours eu des fuites. Il y avait eu toujours des fuites. Vous comprenez? Et par exemple, si mademoiselle Sigui a PV 18, moi j'ai PV 19, donc si mon papa paye comme ça, on peut enlever ton nom là-bas, moi ou même mon nom. Non, moi je parlais des fuites des sujets en fait. C'est que le jeune disait, les pétroles. Ah, les pétroles, ouais. Bon, ça aussi c'est les fondateurs, comme il a si bien dit. C'est-à-dire, l'enseignant vit de ça. Oui, mais bon, à la rigueur, je dis, à la rigueur, voilà. On sait que c'est comme ça dans le pays, ok, d'accord, il y a des enseignants, il y a la corruption, ok, d'accord. Mais par contre, le terme là qu'on emploie quand il y a en faveur de sexe, il y a des bonnes notes qui sont données, je sais qu'il y a un terme, on me l'a dit. Les notes sexuellement transmissibles. Voilà, merci. NST, les notes, exact, merci. Cherchez le terme, NST. Là, par contre, on parle d'élèves, donc de mineurs, pour certains. Ça, généralement, c'est dans les facs. Ah. Bon, je ne sais pas, hein, pour les lycées. Peut-être que je ne savais pas que ça se passait. Parce que moi, j'étais en panique quand ils ont dit ça tout à l'heure. Parce que je me suis dit, attends, ça veut dire, là, on parle de détournement de mineurs quand même, tu vois. Donc, comment ça aussi, ça passe en mode, bon, bah, c'est comme ça. C'est normal. Ça peut être le cas, parce que je connais, en fait, le cas d'un enseignant qui a été limogé, en fait, de toute activité d'enseignement, parce qu'il a enceinté, en fait, une élève. Mon Dieu. Et ça ne finit pas, hein. Ah ouais, une élève mineure? Ouais. Mineur, oui, tout ça là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, comment la jeune fille s'est retrouvée dans son lit, mais c'est quand même arrivé, quoi. Bon, mais j'ai voulu poser la question aux enfants là. Ils disent que la corruption, que souvent c'est des professeurs et ainsi de suite. Moi je pense que franchement il y a ces élèves qui foncent vers les professeurs parce qu'ils ne révisent pas. Parce que souvent c'est les filles qui le font. Venir en Jeep Mini, essayer de séduire le professeur pour que vraiment le professeur soit attiré vers elle afin de poser son cas pour l'amélioration de ses notes. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Donc c'est pas parce forcément... qu'il y a des enseignants en fait, je sais pas, il y avait une moquerie en fait pour les enseignants de Tabaco en fait.
on les appelle comme ça, qui aiment beaucoup les femmes. Voilà, donc, mais pour moi, le problème dans ces cas-là, c'est pas les jeunes filles qui viennent en mini pour essayer de séduire le professeur. Pour moi, le problème, c'est le professeur qui non seulement va être séduit par une élève déjà de base, et qui en plus va faire. Bah, c'est les deux. La le problème. Elle est passive et active, quoi. Je suis d'accord. Les deux, les deux ont un problème, mais pour moi, la responsabilité, elle est quand même plus sur l'adulte entre les deux, tu vois, ou le plus âgé des deux, c'est-à-dire l'adulte responsable, c'est-à-dire celui qui a l'ascendant et a l'autorité sur l'autre, c'est-à-dire le professeur, et qui en plus va être non seulement attiré par une élève, ce qui déjà n'est pas normal, et qui en plus de ça va agir. C'est-à-dire que là, c'est pas juste à repérer une fille dans une boîte et elle te plaît et tu vas la draguer. Là, c'est une élève en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, la responsabilité, elle est des deux côtés, parce que toi, tu viens avec l'intention de séduire ton professeur, ce qui est pas normal du tout, tu vois. Mais que le fait que ça marche, ça, c'est encore moins normal. Ouais, c'est encore plus grave. En fait. C'est encore plus grave. En principe, il n'est pas censé être séduit, quoi. Bah, il est là pour t'éduquer, il est là pour pour partager en fait c'est ça. C'est vrai que des fois il peut y avoir peu d'écart d'âge et tout, parce qu'il y a des professeurs qui sont quand même très jeunes, ça je l'entends, tu vois, mais normalement en tant que prof, hein, t'es quand même censé avoir ce recul là et ce truc de dire bah attends, là j'ai une responsabilité éducative, pédagogique, je vois pas à quel moment le sexe intervient là-dedans, quoi. Bon, en tout cas moi j'aime beaucoup ces sujets là parce que je trouve ça très intéressant. Donc si jamais vous avez envie de réagir, justement on s'est inspiré du coup de ces écoles et de leurs thèmes pour vous proposer vous aussi des thèmes pour ce soir dans On Slash. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Le premier thème, c'est concernant l'exode rural. Si vous habitez en ville, est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour aller vivre à la campagne? Et si au contraire vous vivez en zone rurale, seriez-vous prêt à venir jusqu'en ville? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et en deuxième thème, on vous propose, avez-vous déjà payé un prof pour avoir une bonne note? Donc n'hésitez pas à nous répondre, à nous dire tout ça au 620 28 65 65 620 28 69 69. On attend vos appels. Pardon. Et du coup, j'ai posé t'as vu, ça continue, hein. J'ai posé la question, comme c'est la question du thème, je vais la poser directement à Bambo. Est-ce que, alors je pense me douter de la réponse, mais est-ce que tu as déjà peut-être pratiqué la corruption quand tu étais au lycée, à la fac, ou été témoin de ça peut-être? Jamais. Dis donc. Non, jamais. Pas parce qu'on est à la radio. Jamais de la vie, Bob. Jamais du tout. Et t'as jamais été tenté non plus? Non. Ah bah c'est bien. Jamais. J'ai jamais eu d'occasion comme ça en fait déjà pour. Ah, en fait c'est que t'as pas eu l'occasion. J'ai pas eu d'occasion. Ça veut pas dire en fait que je voulais, quoi. Mais je sais pas. Au fait, ça m'a jamais traîné sous le nez en fait, je veux dire. Oui, d'accord. Voilà, pour plonger là-dedans, quoi. Monsieur Alexandre, vous l'avez dit, hein. Là. La vérité est bonne à dire. Il faut la dire. Moi, je l'ai fait. Mais c'était pas de l'argent. C'était quoi? En fait, ma maîtresse, quand je faisais la 8e, ma maîtresse, j'ai foncé vers ma maîtresse. Je lui ai dit vraiment que parmi tous ces élèves, je veux qu'elle soit ma grande. C'est une manière d'attaquer. Donc, parmi tous ces élèves dans la classe, j'étais son petit sûr. Je pouvais faire ses courses. Je pouvais aller à la maison, faire le ménage. Si elle a besoin de me commissionner pour aller faire ses business, c'est moi qui faisais. Donc, j'étais tellement d'accord avec ma maîtresse que parfois, je lui disais, ah, madame, qui dit de chimie là-bas, j'ai pas une bonne note. Elle me note. C'est vrai que c'est la corruption, mais oui. C'était pas l'argent. Mais je suis tu faisais quelle classe quand tu as fait ça? Non, ça c'était la 8e. Mais tu es dangereux. Comment tu peux penser à ça au collège? Penser à corrompre. En fait, c'est même pas en fait l'enseignant qui essaie de corrompre l'élève, c'est l'élève là qui est en train de manipuler. Qui se dit, attends, si je fais ça, après je vais être récompensé, quoi. Et vraiment, Dieu merci, ça a marché. Dieu merci. Parce que madame, elle me disait, monsieur, à ce moment, m'appelait Aboulay. Aboulay, je dis oui, madame. Demain, tu vas aller prendre mon bazin chez le tailleur. En tant qu'élève, je faisais ça. Donc, j'étais devenu même pas son élève, mais son petit. Donc, au moment où son petit a des situations vraiment critiques en matière de notes, je n'ai pas à lui demander, elle me satisfait là-bas rapidement. Bah ouais, ça te fait autrement aussi, parce que souvent, en fait, en classe, il y a des élèves qui savent bien écrire. Bon, tu vas aider l'enseignant, en fait, à écrire les leçons sur le tableau. Et du coup, il sera jamais à jour.
et l'enseignant va toujours lui donner de bonnes notes parce qu'il l'aide à écrire les cours. Mais ça, c'est n'importe quoi. Alors qu'en vrai, c'est normal qu'un élève se porte volontaire pour faire ci, pour faire ça. C'est comme moi au collège, en primaire, souvent l'élève se porte volontaire. Hein. Oui, c'est pas en fait... Ouais, voilà, mais pour moi, c'est normal. Tu vois, comme moi au primaire, il y avait toujours quelqu'un qui se portait volontaire. Même tout le monde levait le doigt pour aller effacer le tableau et ranger les craies, etc. Je sais pas, c'est normal quand t'es enfant. Que moi, j'aimais ça, en fait, ressortir de la classe, en fait, parce qu'il fallait aller puiser un peu d'eau. Oui, voilà. Tu sais, ça te fait faire des trucs, ça te fait faire autre chose, ça te fait bouger, tu te sens responsable. Ouais, après, tu provoques les autres en passant. Ouais, voilà. Bambo, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque où vraiment les écoles étaient dans le monde du sport, le basket. Bon, je prends un exemple sur l'école Kakatou à Koumandjan. À l'époque où il y avait le basket et le sport, les élèves qui étaient dans l'équipe de basket de l'école donc étaient un peu favorisés par rapport à d'autres élèves. Pourquoi? Parce que les privilèges. Ouais, ils jouent pour l'école, ils gagnent. Le privilège peut-être sur les frais de scolarité, mais pas sur les notes quand même. Ben si, parfois les notes. Par exemple, si tu fais gagner l'équipe, ton école, c'est toi toujours le meilleur joueur. Tu comprends? Donc le fondateur, il appelle les professeurs, il dit non, l'élève là, c'est lui qui nous fait gagner, il faut le favoriser. Et souvent, ces élèves-là n'ont pas le temps de faire des évaluations. Ça trouve que eux, ils sont sur le terrain. J'en ai vécu. Tu l'as vu? Oui, j'en ai vécu. J'ai vu ces élèves-là. Donc, tout ça là, c'est une manière de corruption. Mais c'est quand même triste de se dire que c'est le corps pédagogique et qu'au lieu de se dire, bon, alors cet élève-là, il faut vraiment qu'on le garde parce qu'il est bon, il est fort, il gagne les compétitions au nom de l'école. Donc, s'il a des soucis, on va tout faire pour l'aider. Voilà, c'est ça. Avec du soutien, avec, je sais pas, des cours en plus. Au lieu de se dire ça, c'est direct la solution de facilité. Bon, on va changer sa note rapidement et puis ça passe, quoi. Voilà. C'est dommage. C'est bien, ça, c'est le tromper, ça c'est gâcher son avenir. Mais exactement, il pourra rien faire. C'est des problèmes. Et puis, tu disais, en fait, que la corruption, quand le jeune y parlait, en fait, des causes et des conséquences, tu disais que c'était connu de tous, mais c'est comme si la pratique était normale dans la société. Le plus souvent, en fait, les élèves qui pratiquent la corruption, le plus souvent, les parents ne sont pas au courant. Tu vois, en tout cas, j'ai jamais vu un parent accompagner son enfant à l'école pour corrompre un enseignant. En tout cas, à ma connaissance, non, je ne sais pas. Dans les exemples qu'il a cités, il a dit les parents d'élèves. Il y a des parents d'élèves. Oui, mais comment les parents d'élèves participent à ça, en fait? Parce que moi, je vois mal un parent d'élève qui va accompagner son enfant à aller corrompre un enseignant. Non, mais imagine, moi je pense que ça doit exister quand même des parents d'élèves qui se disent là, mon enfant ne passe pas à la classe supérieure. Le parent d'élève va voir, je sais pas, les professeurs, le fondateur ou quoi, il va s'arranger pour que son fils, sa fille passe à... En plus, en ce moment, c'est très facile, hein, parce que, je sais pas, je n'ai pas vécu ça directement. En tout cas, quand j'étais à l'école, je n'avais pas vu ça. Mais en ce moment, on constate quand même qu'un élève qui, dans une école, n'a pas la moyenne, n'a pas pu passer à la classe intermédiaire, va aller s'inscrire dans une autre école et passer à la classe suivante. What? Ouais, là tu n'as même pas, en fait tu n'as pas besoin de corrompre l'enseignant, tu changes juste d'école. Aujourd'hui ça se pratique. Mais attends, mais parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées, donc c'est devenu un commerce. Les écoles sont simplement à la recherche de public, de grand effectif. D'accord. Donc du coup tu peux venir même si tu n'as pas les dossiers au complet, on va quand même t'accepter pour. Parce que ça fait des frais de scolarité, ça fait l'affaire, ça fait le commerce, l'affaire du commerce. Mais il n'y a rien qui va. Il y a même de ces écoles. Quand tu es dans une classe intermédiaire, dans le privé, tu ne doubles pas. Parce que si tu doubles, ça diminue le quota dans l'établissement. Supposons que vous êtes 30 dans la classe, classe intermédiaire. Donc, si on enlève un élève là-bas, donc c'est 29. Donc, le 30e là ne pourra pas payer la scolarité. Donc, on vous donne tous la note dans les classes intermédiaires. C'est pour cela même c'est devenu de loi à boire. Dans les classes intermédiaires, on ne double jamais. Mais moi je pense que c'est aussi par manque de mesures disciplinaires. Tu vois, parce que il est rare de constater que dans une école un enseignant a été sanctionné parce qu'il a participé à la corruption ou parce qu'il a pratiqué la corruption. Généralement on ne voit jamais des exemples comme ça en fait. Mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'en fait là le message qu'on t'envoie c'est bah écoute bon, c'est pas spécialement bien de faire ça, mais en soi, bon, t'auras pas de soucis, donc continue. C'est ça en fait qu'on envoie comme message aux profs et c'est vraiment triste pour les élèves et comme il disait tout à l'heure les autres, les jeunes qui sont venus, pour celui qui vraiment travaille dur pour y arriver,
c'est tellement injuste pour lui de voir que lui, il va pas être récompensé. Qu'on priorise la médiocrité plutôt que l'excellence, quoi, en fait. Ouais, c'est pourquoi tu vas aussi remarquer que les écoles privées, par exemple, n'ont pas les mêmes mensualités. Ouais. Tu vas trouver une école privée qui coûte excessivement cher, si on peut le dire comme ça, en tout cas à mon niveau, ça peut être excessivement cher, et d'autres pas cher du tout, voilà, parce qu'il y en a qui font carrément le commerce, comme je t'ai dit. En fait, l'école va pas être assez chère, accessible à tous, mais après les pratiques de corruption peuvent se faire dans cet établissement. Mais des écoles qui sont encore plus chères, on retrouve les meilleurs enseignants ici, et on retrouve les meilleurs programmes d'enseignement, et ce sont des établissements qui sont exempté de corruption, si je peux le dire comme ça, quoi. Voilà, parce que mais ça, c'est dommage, parce que finalement ça renvoie toujours au même problème, qui est du coup les riches vont être avantagés et partent déjà avec des avantages dans la vie pour la suite de leur avenir professionnel, on va dire, par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens, qui du coup en fait c'est le cercle vicieux qui s'arrête jamais, le cercle infini, ça s'arrête jamais finalement, parce que comment après toi tu fais pour en sortir, quoi. C'est comme la corruption en fait dans le gouvernement. C'est comme, je dirais que c'est un cercle vicieux, parce que laisse-moi te dire que tous les jeunes qui vont à l'université aujourd'hui veulent se venger. Bah ouais, tu entends ce discours en fait de la bouche de plusieurs étudiants. Ben on va étudier pour aussi être cadre et voler comme le font les autres en fait, parce qu'on n'est pas des maudits. Oui, tu peux entendre des discours comme ça en fait à longueur de journée dans les écoles, dans les universités. Tu t'imagines un discours comme ça se retrouve dans les universités. Tu parles là, tu te dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? En principe, tu dois étudier pour combattre la corruption. Mais non, bien sûr. On n'a pas le temps, c'est foutu en fait. Ils sont en train de tout bouffer. Nous, on n'est pas des maudits. On est resté là des générations et des générations. On a vu les gens là s'enrichir et tout. Donc déjà, si on te nomme à un poste, si tu ne voles pas ou bien si tu ne t'enrichis pas tout de suite, c'est ta communauté qui commence à te traiter de maudit. Tu vois, c'est ça. Tu fais rien. On ne te voit pas t'enrichir. On ne te voit pas. Rien ne va plus, quoi. On ne te voit pas distribuer de l'argent. Tu vois, déjà quand on te nomme, il y a une grande fête dans ton quartier, dans ta famille. Parce que c'est l'argent qui va rentrer direct. Bien quoi. sûr. Mais comment tu veux évoluer après? Tu t'en sors jamais finalement. Alors que toute la journée, on entend dire voilà, en Guinée c'est quand même compliqué à cause de la corruption, à cause du gouvernement, de ci, de ça. Mais au final, si tout le monde participe à ce cercle vicieux et sans fin, comment on va faire? Il y a un slogan qu'on a l'habitude de dire en Guinée, peut-être toi tu comprends pas, Soussou Bambo connaît. C'est le slogan qu'on dit Madi Rara Mourara Mama Guinima. Ça veut dire? C'est-à-dire mon enfant n'étudie pas mais il passe en classe supérieure. Ah là là. C'est un bon exemple. En tout cas, on continue de parler de ce sujet. Et avec vous, sûrement, avec les appels, on fait juste une petite pause musicale avec P-Square. On vient juste après. Tous les soirs, on flash. Thème, et donc, ils nous ont inspiré, ces jeunes là, pour le thème, nous, pour ce soir. Alors, ce qu'on vous propose en thème... En premier thème, on vous propose, si vous habitez en ville, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller vivre à la campagne? Et si jamais, au contraire, vous vivez en zone rurale, est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour venir vivre à Conakry, dans la ville? Et en sous-thème, on vous propose, pour rester en lien avec la corruption dans les concessions scolaires, avez-vous déjà payé un prof pour avoir une bonne note? Je vais jouer de la magie, Sidi. Alors, si vous nous écoutez partout en Guinée, vous nous appelez au 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous, intervenez, donnez-nous votre avis. C'est ça. Et bien, on serait ravis de vous recevoir. Est-ce que les gens vont être ici prêts à avouer qu'ils ont déjà payé un prof pour avoir une note? Est-ce que tu l'as fait, Sidi? Mais en pendant France, qu'on y est, je t'ai pas posé la question. On peut pas faire ça. Mais jamais de la vie. Même le prof, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va convoquer les parents, tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle m'a proposé de l'argent pour une note et que c'était scandale. C'est pourquoi j'ai pas pensé à te poser la question. C'est pour ça que je suis choquée, tu vois. Mais mine de rien, je me dis par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur Alexandre, vis-à-vis, tu vois, du privé, par exemple, ou même toi tu disais aussi vis-à-vis des écoles privées sur ce sujet-là, ça m'a rappelé un petit peu que effectivement, on peut retrouver un peu ce système de privilèges entre guillemets vis-à-vis du privé par rapport au public. Par exemple, quand j'ai fait mon école de radio,
Je me souviens qu'à la fin de... Je sais plus si je t'avais déjà raconté cette histoire, mais à la fin de l'année, bon, il y a l'examen. Jamais personne n'a fait une école de radio ici. Non, je dis moi, je t'ai déjà raconté cette histoire. Non, t'inquiète. En tout cas, il y a l'examen à la fin avec un jury qui vient, tout ça, et on a les notes. Parce qu'aussi, on avait des cours, voilà, histoire de la musique, histoire de la radio, etc. Et donc, on avait des moyennes, et enfin, voilà, normal, comme une école classique, quoi. Et en fait, à la fin... Donc on a nos moyennes, tout ça, et il y avait 2 personnes de ma promo qui n'avaient pas, non 3 personnes qui n'avaient pas validé. Sachant que c'était une école privée, payante du coup, et il y en a un qui a pété un câble parce que il n'avait pas eu son certificat, tu vois, et il n'avait pas validé. Ouais. Et par rapport à ses notes, par rapport à sa prestation devant le jury et tout, mode gros exercice de radio, etc. etc. Et en fait, il était tellement scandalisé. Oui, j'ai payé tant, bon, comme tout le monde, tu vois, j'ai payé tant pour faire une école, et au final, en gros, j'ai pas le diplôme et tout. Il a après envoyé avec ses parents une lettre et tout à la direction, etc. etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils ont revalorisé toutes les notes, les notes de tout le monde, et du coup on a tous eu une augmentation de notre moyenne, quoi, parce qu'ils ont revalorisé, on va dire, certains coefficients, etc. Et à la fin, bon, du coup tout le monde a vu sa moyenne augmenter, et lui il a pu passer du coup. Et les autres qui ne passaient pas non plus, en fait, ils ont cédé parce qu'ils se sont dit, ben, moi je me dis c'est ça en fait, parce que eux ils étaient là en train de dire en gros qu'ils allaient aller très loin sur cette affaire si lui il n'était pas validé, sachant que en gros ces arguments clairement il le disait pas vraiment directement, mais ce qu'il disait c'était je paye pour suivre les cours pour avoir ce diplôme, donc tu es censé me le donner. Clairement c'est ce qu'il voulait dire en fait, et du coup c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'à la fin ils sont tous revalorisés et lui il a eu son truc, tu vois. Donc là tu te dis finalement, même si ça reste la France et voilà, il n'y a pas ce truc de corruption dans les concessions scolaires et tout, mine de rien, il y a ce truc de bah tu payes, donc tu valides, tu vois ou pas, alors que de base, ils validaient pas. Mais donc, je sais pas si c'est une école en fait qu'on va inscrire sur la même liste que les autres écoles en fait, qui répondent à des critères déjà préétablis par les autorités de l'enseignement et tout ça. Mais en principe, ça ne devrait pas être normal. Ça ne devrait pas être normal, c'est sûr. Mais tu le vois dans même des grandes écoles privées en France, par exemple, des écoles de commerce, des trucs comme ça, où tu le vois que ça, c'est des écoles quand même réputées. Et tu le vois qu'en fait, il y en a certains, ils sont confiants qu'ils auront leur diplôme parce qu'ils ont payé. Parce qu'ils sont dans une école privée où ils ont payé. Après, pas comme si tu es à la fac, tu vois. Après, il faut peut-être changer en fait de méthode, parce que école et université, peut-être, je ne sais pas si c'est... En tout cas, on retrouve les programmes d'enseignement supérieur dans certaines écoles, voilà, qu'on pourrait appeler écoles, mais en vrai, c'est des diplômes supérieurs, quoi. Par exemple, dans les universités, il y a ce qu'on appelle les sessions. Donc, ça veut dire que tu as la chance de te rattraper après, en fait, quoi. Quand tu perds, tu n'as pas la moyenne et tout. Voilà, les rattrapages et tout. Je pense qu'on pouvait peut-être penser à faire ça au lieu de révaloriser toutes les notes et tout. C'est ça. Ou bien parce qu'elle allait en session en dette même, elle n'a pas pu lever ça, et là peut-être c'est autre chose, quoi. Parce que quand tu es en session, tu ne parviens pas à lever la session, tu vas en dette scolaire. Ah, en dette scolaire, je ne connaissais pas ça. Voilà, et si tu vas en dette, ça veut dire que par exemple, si tu es en licence 1, tu n'as pas pu lever la session, tu seras obligé d'attendre à la fin ou bien l'année prochaine pour reprendre les examens, le même module en fait, avec peut-être la matière. La matière, ah oui, c'est vrai, nous on a ça aussi, mais on n'appelait pas ça dette. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ça s'appelle dette scolaire. Oui, c'est une dette. Ok, d'accord. Mais dans les écoles privées, généralement, c'est pas le cas. Hein. C'est pas parce que tes parents ont payé dans une école privée qui coûte cher que tu vas forcément passer à la classe supérieure. Non. Si c'est vraiment pas le cas. Une école privée qui coûte cher, c'est généralement parce qu'il y a une bonne formation et il y a de la rigueur. De façon générale, c'est ça. Il y a peut-être des écoles privées qui coûtent très cher et où on pratique la corruption. Ça, on peut pas citer beaucoup d'exemples comme ça. Moi, j'ai vu un parent d'élève qui a payé, je ne veux pas dire le nom de l'école, il a payé l'école pendant des années. Son enfant n'a pas eu la moyenne, il est parti avec une nervosité, crier sur l'école. Je ne peux pas continuer à payer. Tu peux crier sur l'école quand même, ça, tu as le plein droit. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils doivent changer les notes parce que tu as crié? J'ai payé l'école, vraiment, mon enfant, il ne passe pas. Donc si c'est comme ça, j'enlève mon enfant. Il y en a d'autres parents d'élèves qui ont dans la tête, c'est-à-dire si je paye,
Surtout quand l'école coûte cher. Si je paye, mon enfant n'a pas le droit d'échouer, qu'il étudie, qu'il n'étudie pas. Bah ouais, ça c'est dommage. Toi, tu as le droit de demander ça en fait, de demander des comptes, quoi, de venir demander pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et il y a même, même pas les élèves qui nous ont donné cet exemple ici, en fait, voilà, c'est un autre exemple, c'est une école qui coûte beaucoup cher, en fait, très réputée dans la commune. Je ne vais pas citer le nom de l'école, mais en tout cas, cette école faisait partie des meilleures écoles, en fait, qui sont déjà passées ici. Il disait que, par exemple, quand un élève n'a pas la moyenne dans une matière, le professeur il est convoqué pour savoir en fait pourquoi dans ta matière il y a plus d'échecs que les autres matières et pourquoi cet élève dans une école privée qui coûte cher ici dans la commune de Matoto. Ça se fait, ça veut dire qu'on demande des comptes aux enseignants aussi. Ouais, mais ça, tu vois, je trouve ça un petit peu injuste parce que bon, des fois, ça peut être l'engagement et la responsabilité. Je sais pas si c'est une sanction, mais il faut quand même demander. Oui, je comprends, mais pourquoi on pose la question au prof et pas à l'élève? Parce qu'il y a des élèves qui travaillent pas, même si les parents payent. L'élève aussi passe par ces étapes. D'accord. Et ils n'ont pas forcément cité tout ça, mais on sait que l'élève en fait va forcément passer par des mesures disciplinaires. Etc. Il va être convoqué, il va être entendu, mais au même titre, il faut qu'on écoute l'enseignant aussi pour savoir pourquoi c'est plus dans votre matière. Mais tu vois, ça va peut-être être controversé ou choquant ce que je vais dire, je sais pas. Mais moi, ça je trouve ça me dérange qu'il y ait cette pression-là en fait sur les jeunes, sachant que c'est un fait, tout le monde n'est pas fait pour l'école. En fait, il y a des gens par exemple qui ont un cerveau mais développé comme jamais. Il y a plein de génies qui ont arrêté l'école très tôt, tu vois, parce qu'en fait, c'est le système, comment il fait le système scolaire, ça correspond pas à tout le monde, ça ne va pas à tout le monde. Et tu as des gens, même des gens très intelligents qui s'ennuient. Tu vois, je me souviens quand j'étais au collège, il y avait un gars de ma classe, il était tout le temps absent, il était jamais là. Et en fait, donc tu pouvais penser que c'était un gars qui était en train d'échouer, quoi, tu vois. Et finalement, en fait, il était hyper intelligent, et même quand il ratait les cours et qu'il revenait ensuite, il était même plus au courant de là où on en était que nous qui étions là, qui suivons, parce que il était surdoué. Et en fait il s'ennuyait en cours, tu vois. En fait il s'ennuyait, et le système scolaire, comment c'était fait, c'était pas fait pour lui, du coup il venait pas, tu vois. Mais il avait aucun souci après à avoir des notes meilleures que tout le monde, alors que le gars il était pas là depuis 3 mois, tu vois, parce qu'il était surdoué en fait. Et il y a des gens, ils sont pas faits pour le système scolaire. Et donc je trouve que des fois être trop sérieux en mode on prive, comment dire, on met en avant la note, absolument les bonnes notes, alors qu'il y a aussi d'autres choses à valoriser chez les jeunes, je trouve, tu vois, parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir des bonnes notes dans telle matière. Ça veut pas dire que ces élèves-là sont moins intelligents que les autres. Ça veut peut-être dire que eux, ils ont une autre façon de penser, ou que c'est d'autres choses qui les boostent, qui les intéressent. Bien sûr. Et c'est pour ça que des fois, ça me dérange un peu cette pression qu'on va mettre sur les élèves, tu vois, à l'école, plutôt que de comprendre est-ce que c'est le bon système pour eux, quoi. Bah ouais, c'est pourquoi on dit que les premiers de la classe généralement ne sont pas les premiers dans la vie. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de premiers on sait qu'il y a beaucoup de premiers de la classe quand même qui sont très bien placés. Ça. S'ils ne sont pas premiers, ils sont deuxièmes au moins. Et moi j'envie toujours les premiers de la classe. Voilà, ça c'est comme ça. Mais généralement dans la vraie vie, c'est pas en fait ceux qui ont toujours eu les meilleures notes à l'école qui sont mieux placés en fait dans la vraie vie. Tu vois, ça veut dire que le système n'est pas adapté à tout le monde, comme tu le dis en fait. Il y a des gens qui sont surdoués, par exemple, ils sont à l'école mais ils sont surdoués dans le football. On donnait l'exemple des gens qui jouaient bien au basket, qui avaient quelques privilèges et tout. Tu peux avoir d'autres dons étant à l'école. Ne pas forcément être numéro 1 en classe, mais tu peux avoir des dons dans d'autres. Tout à fait. Dites tout ce que vous en pensez, c'est bientôt la fin, donc dépêchez-vous si vous voulez réagir tout de suite à tout ce qu'on vient de dire, ou au sujet qu'on vous a proposé, notamment vis-à-vis de la corruption dans les concessions scolaires. Est-ce que vous avez déjà peut-être payé un prof pour avoir une bonne note ou été témoin de cela? Dites-nous tout ça au 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Merci Bambo. Et si vous habitez en ville, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller vivre à la campagne? Et si vous vivez plutôt en zone rurale, seriez-vous prêt à tout quitter pour venir en ville? Je répète le numéro, enfin Bambo va répéter. C'est le 620 28 69 69 ou le 620 28 65 65. N'hésitez pas à appeler tout de suite. Alors, on va peut-être continuer encore sur la fin. Parce qu'on n'a pas trop parlé. On a un appel? Ah non, je croyais. Alors, si vous habitez en ville, parce qu'on a parlé de l'école, mais on n'a pas trop abordé ce sujet-là. Donc, avant qu'on se quitte, Bambo, toi qui habites en ville, du coup, est-ce que tu serais prêt à tout quitter pour aller vivre en zone rurale? Déjà, je pense à un projet comme ça. C'est vrai? Bah ouais, je pense à un projet comme ça. Agriculture pour le et moment, tout? ouais.
pour le moment, je suis pas prêt à tout laisser parce que il faut avoir les moyens de sa politique, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense tout le temps à ça. D'accord. Et toi, monsieur Alexandre? Bon, déjà, moi, j'ai une plantation là-bas. Ah. Mais pour l'instant, je suis pas prêt. Ah, peut-être plus tard en projet, voilà, quoi. Plus tard, quand je vais vieillir. Ouais, ok. Bon, moi, quand je vieillirai. Mais c'est dans les plans. Ouais, c'est dans les plans. Peut-être que je sais pas. Mais madame, je peux d'un coup de tête comme ça partir. Hein. Alors là, l'exode rural, ça migre vers la campagne. Parce que la capitale a commencé à être tellement dure que les gens maintenant veulent rentrer dans la campagne. Ouais. Voilà. On m'a dit aussi dans des villes qui touchent quand même un peu Conakry, mais qui sont un peu plus, même pas forcément dans la campagne, du côté de d'Oubreka, tout ça, que les gens bougeaient beaucoup aussi par là-bas. Ouais, ça commence à être, ça commence à être très peuplé là-bas aussi. Ouais, hein. ouais. Donc, mais pour le moment, tout le monde va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ça en fait. Mon ami, augmente un peu là-bas là. Ah, de toute façon, on va augmenter à fond là. C'est la fin de l'émission, donc merci à tous les deux. Comme je l'ai demandé, tu vois un peu. Oui, Fadouba. Ben, donc, je t'invite à le découvrir. Hein. Ben, je vais rester pour écouter ça alors. Merci en tout cas, Bambo. Je te dis à demain matin. À demain, ouais. Et à demain soir aussi pour On Slash. Merci, monsieur Alexandre. À demain également. Merci à Saloum Camara pour la réalisation. Merci à vous d'avoir voté et participé sur les réseaux. Et on se voit demain. Bonne soirée. L'État préservé, comme pour dire il y a longtemps, la France nous a bannis jusqu'à aujourd'hui. Nos intellectuels nous ont trahis.